Bonjour, je suis Nathalie Parola, je suis psychologue clinicienne et docteur en psychologie clinique dans le service du professeur Lançon en psychiatrie et en addictologie. Je vous ai fait précédemment une vidéo sur l'entretien motivationnel, les aspects théoriques et également une vidéo sur les aspects pratiques. Aujourd'hui, nous allons voir plus particulièrement les outils, dans les outils de base de l'entretien motivationnel, nous allons voir tout d'abord, plus précisément, les questions ouvertes. En quoi consistent les questions ouvertes, et on va voir des exemples de questions ouvertes. Donc les questions ouvertes sont le premier outil de base de l'entretien motivationnel. Donc je vous rappelle qu'il y a les questions ouvertes, les reformulations des paroles du patient, donc les différents types de reflets, les valorisations des acquis et les résumés de l'entretien. Aujourd'hui, donc on va voir les questions ouvertes. Donc les questions ouvertes, donc ce sont des questions qui appellent une réponse longue et qui permettent chez le patient de susciter une élaboration, une prise de conscience, de pouvoir travailler avec eux des thèmes d'élaboration et ensuite de pouvoir également enchaîner sur les différents types de reflets. Donc quand on en parle comme ça peut paraître simple, mais on peut se rendre compte ensuite que lorsqu'on effectue les entretiens, on a tendance parfois à trop utiliser de questions fermées. Les questions fermées étant des questions qui appellent à une réponse réduite et donc fermée comme le dit l'appellation, plutôt essentiellement de type oui ou non. Donc les questions ouvertes, on va voir un petit peu des exemples de questions ouvertes. Donc d'abord, je vais vous donner 9 questions et on va voir ensemble si ce sont des questions ouvertes ou des questions fermées. Donc par exemple, que pensez-vous de votre consommation? Question ouverte ou question fermée? Là, on peut voir qu'il s'agit d'une question ouverte puisque le patient peut élaborer et parler librement de sa consommation. Qu'est-ce que vous aimez dans la cocaïne? Là, on peut voir également qu'il s'agit d'une question ouverte puisque le patient peut également donner les raisons et pour lesquelles il aime la cocaïne, il aime ce produit. Où avez-vous passé votre enfance? Question ouverte ou question fermée? Là, on peut dire qu'il s'agit d'une question fermée dans le sens où la réponse sera une réponse précise et assez restreinte, avec un lieu et un nom, le nom où on a passé son enfance. Là, le patient ne va pas pouvoir trop élaborer et travailler sur, par exemple, une prise de conscience. Donc, question fermée, où avez-vous passé votre enfance? Quatrième question, voulez-vous conserver cette relation? Question ouverte ou question fermée? Là, on peut voir qu'il s'agit d'une question fermée, puisque voulez-vous conserver cette relation? On peut répondre par oui ou par non. Donc, si on transforme cette question fermée, voulez-vous conserver cette relation, en une question ouverte, on peut demander donc à notre patient, comment voyez-vous la suite de cette relation? C'est un exemple. Donc, quand on sent qu'on va poser une question fermée dans un entretien, on peut de suite se dire comment transformer ma question fermée en question ouverte. Cinquième question, que pensez-vous faire? Donc là aussi, on peut voir qu'il s'agit d'une question ouverte. Parce que là aussi, le patient va pouvoir élaborer et nous dire qu'est-ce qu'il pense faire. Sixième question, dans le passé, comment avez-vous surmonté un obstacle important? Question ouverte ou question fermée? Là également, on peut se rendre compte qu'il s'agit d'une question ouverte. Vous voyez, on n'est pas obligé de répondre par oui ou par non, par exemple. Septième question, par exemple, que pensez-vous de votre vie actuelle? Question ouverte ou question fermée? Là, il s'agit, encore une fois, d'une question ouverte, puisque le patient peut également se laisser aller et verbaliser, élaborer sur
ce qu'il pense de sa vie actuelle. 8e question. En quoi est-ce important pour vous d'envisager un changement? Question ouverte ou question fermée? Là également, on peut voir qu'il s'agit d'une question ouverte. Alors, il est bon aussi de dire que en quoi est-ce important pour vous d'envisager un changement? Souvent, quand on veut poser une question ouverte, on peut utiliser ce préfixe en quoi est-ce important? En quoi en quoi est-ce important pour vous la diminution de la consommation? Voilà. 9e type de question. Que voulez-vous faire avec l'alcool? Arrêter ou diminuer? Question ouverte ou question fermée? Donc là, on peut se rendre compte qu'il s'agit d'une question fermée, dans le sens où le patient ne va répondre arrêter ou diminuer. Que voulez-vous faire avec l'alcool? Arrêter ou diminuer? Si on transforme cette question fermée en une question ouverte, donc cette question fermée, que voulez-vous faire avec le tabac? Arrêter ou diminuer? On peut juste dire, que voulez-vous faire avec le tabac? Ou alors, comment voyez-vous l'arrêt de l'alcool ou l'arrêt du tabac? Voilà comment transformer des questions fermées en questions ouvertes et rappeler qu'il faut privilégier et que l'outil de base lorsqu'on effectue un entretien motivationnel est bien de poser des questions ouvertes. Donc le premier outil de base de l'entretien motivationnel est un outil très important qui va vous permettre d'élaborer avec votre patient et de lui faire prendre conscience, un début de prise de conscience et surtout un début de prise de contact. Ce sont les questions ouvertes. Alors, on va continuer avec des outils de base de l'entretien motivationnel. Précédemment, on a vu le premier outil de base de l'entretien motivationnel qui était poser des questions ouvertes. Donc, privilégier les questions ouvertes aux questions fermées. Donc, c'est le premier outil de base. Nous allons voir maintenant le deuxième outil de base, l'outil le plus délicat à utiliser pour nous en tant que thérapeute. C'est l'écoute réflexive qui est composée donc des différents types de reflets. Et on va voir d'abord le reflet simple. Donc le reflet simple, c'est vraiment reformuler l'idée du patient, ce que nous a dit le patient, sans rajouter de sens à ce qu'il a dit. On ne rajoute pas de sens au discours du patient. On propose une affirmation de ce qu'il a dit sans rajouter de sens. Pour se rappeler avec un moyen mnémotechnique, on dit que le reflet simple, c'est vraiment rappeler ce que dit le patient en mode perroquet. On ne rajoute pas de sens, on lui renvoie ce qu'il a dit pour lui faire prendre conscience de ce qu'il a pu verbaliser. Et ensuite, pouvoir ainsi ensemble planifier et travailler sur un possible changement. Alors, je vais vous donner un exemple et on va voir ensemble si je donne un exemple de ce qu'a dit le patient, puis un exemple de ce que peut dire le thérapeute et on va voir ensemble si d'après vous c'est un reflet simple valide ou non. Alors, si le patient vous dit « j'ai déjà essayé X fois », c'est pas tenable pour moi, je ne peux pas envisager la vie sans un minimum de liberté avec l'alcool. Le thérapeute, s'il vous répond, vous pensez que... Donc le thérapeute va répondre au patient, vous pensez que l'abstinence n'est pas une bonne solution pour vous. Pour vous, est-ce que c'est un reflet simple valide ou pas? Est-ce que c'est un reflet simple? Eh bien, non. Puisque vous pensez que l'abstinence n'est pas la bonne solution pour vous, vous vous rendez compte que la réponse, ce que dit le thérapeute, est une interprétation. Il interprète, il va au-delà de ce qu'a pu dire le patient. Donc si on reformule, on fait un reflet simple de ce qu'a dit le patient, donc le patient nous dit « j'ai déjà essayé X fois, c'est pas tenable pour moi, je ne peux pas envisager la vie sans un minimum de liberté avec l'alcool ». Vous, thérapeute, vous allez faire un reflet simple, donc en mode perroquet, et en utilisant bien sûr comme sujet vous. Donc vous venez de me dire, vous êtes en train de me dire que vous avez déjà essayé X fois, c'est pas tenable pour vous, mais vous ne pouvez pas envisager la vie sans un minimum de liberté avec l'alcool. Voilà, on a répété ce qu'a dit
le patient sans rajouter de sens. Nous allons faire un second exemple. Donc, il est bon aussi de savoir, je le répète, que nous devons reformuler, faire un reflet simple sous forme d'affirmation. Surtout pas sous forme de questionnement. On reste avec vraiment un ton déclaratif, affirmatif. Donc, le patient vous dit, par exemple, « Je me sens tendu, j'ai une boule à l'estomac, alors je bois un verre. » La réponse du thérapeute peut être « Vous êtes angoissé quand vous ne consommez pas de l'alcool. » Pour vous, est-ce que la réponse de notre thérapeute est un reflet simple, valide ou pas? Eh bien non. Et non, pourquoi? Parce qu'une fois de plus, le thérapeute est allé trop loin, il est allé vers une interprétation, il n'a pas repris les paroles mot à mot de notre patient pour lui permettre de susciter une distance et d'instaurer peut-être un doute. Donc si on reprend en faisant un reflet simple, donc je rappelle, le patient nous dit « je me sens tendu », j'ai une boule à l'estomac, alors je bois un verre. Nous, on va faire un reflet simple, valide. Vous vous sentez tendu, vous me dites que vous vous sentez tendu, vous avez une boule à l'estomac, alors vous buvez un verre. Donc, on va continuer sur le deuxième outil de l'entretien motivationnel, à savoir l'écoute réflexive. On a vu dans une précédente vidéo des exemples et en quoi consistait plus précisément le premier type de reflet, le reflet simple. Je vous rappelle qu'il y a 3 types de reflets, le reflet simple, le reflet double et le reflet amplifié. Maintenant, on va voir plus précisément en quoi consiste le reflet double et on va voir également quelques exemples sur comment effectuer un reflet double dans le cadre d'un entretien motivationnel. Donc je vous rappelle que le reflet double, ça consiste en quoi? Ça consiste à mettre en évidence l'ambivalence du patient et à prendre en compte 2 versants lors de notre entretien et reformuler en associant les contradictions qu'il a pu nous émettre. Donc on met en évidence l'ambivalence du patient, des contradictions et 2 versants. Donc, il y a des manières d'effectuer ces reflets doubles. On va utiliser et vous me dites ça, et vous me dites ça. Ou alors, on va utiliser d'un côté, vous me dites, de l'autre, vous me dites. Ou alors, en même temps, vous me dites, en même temps, vous me dites ça. Pour mettre en balance les 2 contradictions. Donc, ça va nous permettre de mettre en évidence donc, la présence simultanée de 2 tendances. Donc, en même temps, d'un côté, de l'autre. Ce qu'il ne faut pas employer, ce sont les locutions mais, toutefois, cependant, parce qu'elles sont trop tranchées. Elles vont avoir tendance à rendre invalide l'idée précédente. Donc, je vais vous donner un exemple, par exemple, pour une personne présentant une addiction à l'alcool. Donc, on va dire, d'un côté, vous me dites que lorsque vous buvez, ça vous permet de vous désinhiber, ça vous permet d'être plus à l'aise socialement. Mais d'un autre côté, et de l'autre côté, donc d'un côté et de l'autre côté, vous me dites que lorsque vous consommez de l'alcool, le lendemain, c'est très difficile pour vous lever et vous n'y arrivez pas. Donc d'un côté, vous me dites, et de l'autre, vous me dites. Un autre exemple, au sein d'un morceau d'entretien d'un patient. Donc le patient nous dit « Je n'ai pas arrêté l'alcool, j'ai compris, mais je faisais juste un peu la fête. Là, je vais me mettre un peu au vert, histoire de mettre les pendules à 0, et après, c'est reparti, je reboirai, c'est ça la vie. » Donc là, on va mettre en balance 2 aspects ambivalents, 2 aspects contradictoires qu'il a pu verbaliser au sein de notre entretien. Donc on va pouvoir lui dire, d'un côté, vous me dites que vous ne voulez pas arrêter, que vous avez compris, mais que vous faisiez juste un peu la fête, et de l'autre, vous me dites quand même que vous allez vous mettre un peu au vert, histoire de remettre les pendules à 0, et après, ça sera reparti. Voilà, nous avons mis en balance 2 aspects contradictoires sur lesquels on peut travailler, et on va pouvoir travailler ensuite lors de notre entretien motivationnel. Donc c'était le reflet double.
Donc on va voir maintenant le troisième type de reflet au sein de l'écoute réflexive qui constitue le second outil de l'entretien motivationnel. Donc, il s'agit du reflet amplifié. Donc reflet simple, reflet double, reflet amplifié. Le reflet amplifié, c'est quoi? C'est lorsqu'on surévalue un sentiment du patient pour lui permettre de faire un pas en arrière, pour lui permettre de se rendre compte de certaines choses, de ramener les choses à leur juste valeur. C'est-à-dire qu'on va extrapoler pour que le patient se dise qu'il est allé peut-être trop loin. Donc, pour le reflet amplifié, il faut savoir qu'on ne peut pas l'utiliser avec tout type de patient. C'est à nous de voir si le patient, si on peut effectuer ce type de reflet avec le patient, si le patient est dans de bonnes conditions, s'il est stabilisé, et surtout ne pas utiliser ce reflet amplifié lors de la première rencontre. Là, on va privilégier bien entendu l'alliance thérapeutique. Là, si on utilise d'entrée ce type de reflet, le risque c'est que le patient ne revienne pas. Donc le reflet amplifié, on l'utilise lorsque le patient est prêt et lorsqu'on a déjà un lien thérapeutique qui est créé, une alliance avec notre patient. Donc par exemple, je vais vous donner un exemple. Le patient vous dit: ce n'est pas de ma faute, c'est ma femme qui fait les courses. C'est encore pour un patient qui présente une addiction à l'alcool. Le thérapeute, s'il utilise un reflet amplifié, donc avec un patient qu'il connaît déjà, où il y a une alliance thérapeutique qui a déjà été instaurée, donc le thérapeute, en utilisant un reflet amplifié, va pouvoir lui répondre: si je comprends bien, lorsque votre femme va faire les courses, elle vous tend des pièges. Deuxième exemple de reflet amplifié, là c'est pour un patient addict au tabac. Donc, le patient va vous dire: ces études sur le cancer du poumon ne prouvent en fait pas grand-chose. Le thérapeute, il sent que le reflet amplifié arrive au bon moment, va pouvoir alors verbaliser à son patient: il vous semble que le cancer du poumon n'a pas vraiment grand-chose à voir avec le tabac. Ça arrive juste comme ça. Donc voilà pour le reflet amplifié. Donc, qui constitue le deuxième outil de base de l'entretien motivationnel écoute réflexive. Nous avons vu le reflet simple, le reflet double, le reflet amplifié. Donc nous allons voir maintenant le troisième outil de l'entretien motivationnel et le quatrième et dernier outil de base de l'entretien motivationnel. Donc le troisième outil de base de l'entretien motivationnel, c'est ce qu'on appelle la valorisation des acquis. On va vraiment valoriser et soutenir notre patient durant l'entretien, par exemple sous forme de déclaration, de compréhension et parfois de félicitations. Là, on va pouvoir se permettre de dire à notre patient: c'est bien, on va le féliciter, surtout lui montrer que ce qu'il a apporté, qu'il a bien travaillé. On appelle ça aussi le renforcement positif. Par exemple, des exemples, on va pouvoir lui dire, par exemple: c'est une bonne idée ce que vous avez pu effectuer jusque-là. Ou alors, c'est très pertinent ce que vous apportez là. Il faut continuer comme ça. C'est bien de continuer comme ça, c'est très pertinent ce que vous apportez là. Ou alors, je vois que vous êtes quelqu'un de motivé. Donc on rappelle, à titre informatif, que par exemple en addictologie, on va vraiment utiliser la notion de motivation et non la notion de volontaire. Par exemple, on va dire: je vois que vous êtes quelqu'un de motivé, et non, je vois que vous êtes quelqu'un de volontaire. Pourquoi? Parce que si le patient vient, s'il vient vers nous pour travailler sur un changement, bien sûr qu'il veut le changement, il le veut. Mais le problème, c'est qu'il ne trouve pas la motivation pour y accéder. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser la notion de motivation, et je vois que vous êtes quelqu'un de motivé. Voici pour le troisième outil de base de l'entretien motivationnel, donc valoriser les acquis. Le quatrième outil de l'entretien motivationnel, c'est ce qu'on appelle le résumé de l'entretien. Donc là, il y a trois types de résumés. Le premier type de résumé est le résumé classique qu'on a l'habitude d'utiliser et qu'on a appris en milieu scolaire. Le résumé, on va résumer ce que le patient nous a élaboré, nous a verbalisé lors de l'entretien. Donc premier type de résumé classique. Deuxième type de résumé, c'est ce qu'on appelle le résumé de lien. C'est on va résumer ce qui a été fait au cours des séances précédentes. On va résumer ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ça s'appelle le résumé de lien.
Troisième type de résumé, c'est ce qu'on appelle le résumé de transition. Donc là, souvent lorsque notre patient peut montrer des signes d'impatience, on va résumer ce qu'on va faire plus tard. On dit que le résumé de transition marque et annonce le passage à autre chose. On va lui résumer ce qu'on va faire plus tard. Donc résumé classique, résumé de lien, résumé de transition. Troisième outil de base de l'entretien motivationnel, valorisation des acquis. Quatrième outil de base de l'entretien motivationnel, résumé de l'entretien. Donc on a vu les 4 outils de base de l'entretien motivationnel. Question ouverte, écoute réflexive avec les 3 types de reflets, reflet simple, reflet double et reflet amplifié, valorisation des acquis et résumé de l'entretien. Maintenant, nous allons voir dans d'autres vidéos ce qu'on appelle le discours changement, c'est-à-dire que ce sont un ensemble de techniques qu'on va utiliser lorsque les 4 outils de base n'ont pas abouti à ce qu'on voulait mettre en place avec notre patient.